Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir, dont voici les articulations. Ils sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Les gauchers représentent 12% de la population mondiale. Comment vivent-ils avec ce don particulier? Découverte d'une gauchère dans cette édition. Après les vacances, alors que les vacances se poursuivent et que certains en profitent pour s'amuser et prendre du bon temps, d'autres par contre optent pour les cours de remise à niveau, communément appelés cours de vacances. Enfin, la gestion des ressources humaines n'est souvent pas une chose aisée. Entre performance du personnel, qualité du chef d'entreprise, il importe de savoir conduire ses employés. Conseil dans quelques instants. Ils sont souvent incompris, parfois marginalisés dans leur vie quotidienne. Eh bien, eux, ce sont les gauchers qui sont souvent considérés comme des personnes handicapées. Un cliché qui leur colle à la peau. Pourtant, ils sont ce que d'aucuns appellent des gauchers. Comment vivent donc les personnes gauchères dans un monde dominé par les droitiers? On va à la découverte d'une gauchère à l'occasion de la Journée internationale des gauchers. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et je soigne mon écriture. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers. S'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter. Mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public. Du coup, c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs. Il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gaucher parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. Vous le savez, vivre en couple aujourd'hui devient de plus en plus difficile. De nombreux ménages n'arrivent plus à entretenir la flamme du premier jour. Dans le monde d'ailleurs, on estime entre 5 et 7% le taux de mariage qui se termine par un divorce. Pourquoi donc tant de séparations? Quelles en sont les causes et que faire pour éviter d'en arriver à cet extrême? Rodrigue Glondoumain et Marchel Bettero se sont intéressés au sujet. Au-delà d'une comédie, c'est un fait de société qui est mis en scène. Les conflits conjugaux, source de séparation. La vie de couple de nos jours ne tient qu'au bout d'un fil pour certains. Pour d'autres, elle est considérée comme un fait banal. Mais pourquoi tant de séparations dans les couples? Il se pose un problème de
de fait de société, il se pose un problème d'objectivité, il se pose un problème de choix de conjoint. Donc du temps de nos grands-parents, de nos aïeux, c'est la communauté qui gobait d'abord cette relation, qui acceptait cette relation et qui encadrait cette relation. L'amour doit être le socle du mariage. Donc la valeur fondamentale du mariage, ce n'est pas d'abord le matériel. Donc ce qui fait naître les problèmes, c'est le fait qu'on n'a pas cette notion de valeur. Il n'y a pas un conjoint parfait. Il faut savoir se supporter. Et quand deux personnes s'associent, ce n'est pas les deux personnes qui sont bonnes. Des séparations qui, sans nul doute, ont des conséquences. On sacrifie les enfants et nous devons savoir sauver l'essentiel. Tous ceux qui ont pris cette décision, la majorité le regrette jusqu'à ce jour. La séparation dans les couples nécessite plus de réflexion. Qu'on le veuille ou non, les parents participent à l'éducation des futurs époux. Et il faut reconnaître quand même qu'on continue d'éduquer les filles, les jeunes filles, à devenir de bonnes épouses. Mais rares sont les parents qui éduquent leurs jeunes garçons à être de bons maris aussi. Ça manque. On ne peut pas vraiment blâmer qui que ce soit. Mais on va certainement travailler à ce qu'il y ait plus de concessions. Il est donc primordial de réfléchir à des solutions pour réduire les cas de séparation dans les couples. Il faut aller à la découverte de soi, se découvrir et commencer à s'accomplir avant de rentrer dans une vie de couple. La religion a un rôle à jouer parce que beaucoup de choses sont également faites au nom de la religion. Et il faut vraiment beaucoup d'éclairage pour enseigner les jeunes couples afin que la religion ne serve pas non plus de couverture. Ce sont les vacances depuis quelques mois déjà, moment propice au repos et au loisir. Mais c'est également le moment choisi par certains pour organiser les cours de remise à niveau. Ces cours ont pour vocation de renforcer le niveau des élèves qui rencontrent des difficultés ou des problèmes de compréhension dans certaines matières. Une manière de préparer la prochaine année scolaire. Suivons cet élément de Sabirat Ao pour plus de précision. Nous sommes ici au complexe scolaire Saint-Michel de Cotonou. Il est 11h40 en cette matinée du lundi du mois d'août. Ce n'est pas encore la rentrée des classes, mais l'ambiance est au cours d'anglais. Avec une moyenne de plus de 17 sur 20, Kefat passe en classe de 5e. En lieu et place du repos, il profite de ses vacances pour faire des cours de remise à niveau, autrement, les cours de vacances. Je fais les cours de vacances car ça me permet de voir le programme de la 5e, de me familiariser avec ça. Et les premiers cours, je pourrais les connaître pour bien travailler au premier trimestre. Pendant les cours de vacances, on fait des interrogations, on fait des mini-devoirs. Les professeurs nous apprennent beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. À la rentrée, les leçons et tout, nous, on aura déjà vu ça au cours de vacances. On pourra répondre plus facilement aux questions. Se mettre à niveau afin de mieux affronter la prochaine année scolaire, c'est donc l'objectif de Kefat et ses camarades. Un but que visent également enseignants et parents d'élèves. Le cours de vacances, premièrement, prépare l'enfant à affronter la classe dans laquelle il passe, la classe qu'il va effectuer l'année suivante. Deuxièmement, les cours de vacances lui permettent donc, sur le plan pédagogique, déjà d'être familiarisé aux premières notions qu'il va devoir affronter dans la classe supérieure qu'il va faire. Les cours de vacances sont désormais devenus une tradition pour les parents et les enseignants en cette période de repos. Cependant, les spécialistes conseillent une approche pédagogique plus spécifique, adaptée aux besoins de chaque enfant. On pourrait encourager les cours de vacances en ce sens où cela apportera un plus à l'apprenant qui a connu des difficultés l'année scolaire précédente ou l'apprenant qui n'a pas un très bon niveau. Et là, j'encouragerais mieux les cours de renforcement à la maison plutôt que les cours de vacances, globalement pour tout le monde. Parce que lorsque l'enfant a connu des difficultés, par exemple, et qu'on voudrait relever son niveau, il faut qu'on puisse le considérer dans sa spécificité. Je parle là des différences individuelles.
En principe, les cours de vacances ne devraient s'appliquer qu'aux apprenants ayant obtenu des résultats peu satisfaisants. Puisque les vacances, c'est pour permettre d'aérer le cerveau, il est donc préférable de mettre à profit cette période pour faire de nouvelles découvertes et pourquoi pas faire de nouvelles activités. Parlons à présent de la gestion des entreprises qui constitue aujourd'hui un casse-tête pour de nombreux chefs d'entreprise. Selon certains spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépendrait des qualités de leur coach. Comment donc gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Eh bien, Alex Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous donne ici quelques conseils. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs, est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui. Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire « je dis ça parce que je suis l'employeur ». Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. Tenue traditionnelle, chant guerrier, danse endiablée, le Bianou est bien principale fête de la région d'Agadez au Niger a eu lieu. La tradition se transmet dans la communauté touareg depuis plus d'un millénaire et est vécue comme une bouffée d'air frais par les habitants face à la dure situation sécuritaire que traverse le pays. Suivons cet élément de nos confrères de France 24. Ils ont passé la nuit dans le désert du Sahara. Ces hommes sont les danseurs du Bianou. Pierre angulaire de la culture d'Agadez, cette fête culturelle et religieuse se prépare pendant plusieurs semaines. Les habits, c'est nous-mêmes qui les tissons. Mais le tissu et la teinture que vous voyez viennent du Nigeria. Tout le reste, on le fait ici. Ces tenues dépassent souvent les 500 €. Mais aujourd'hui, on a des difficultés avec les importations. C'est très compliqué depuis le Nigeria, à cause de l'insécurité. Avant le terrorisme et l'insécurité généralisée, la fête de Bianou attirait en dehors du continent africain. Aujourd'hui, elle est plus confidentielle mais bien vivante. Comme avant une bataille, ici, tous se préparent. Jeunes, retraités, femmes s'habillent au rythme du tambour. Midi, la fête bat son plein sous les 40 degrés de l'Aïr. Mais après la remontée des violences au Niger en 2022, quelques angoisses subsistent. Nous sommes en fête, nous sommes heureux, tout le monde est de sortie. Tout ce que je souhaite, c'est de ne rencontrer aucun problème jusqu'à la fin de la journée. Chaque défilé pendant la fête de Bianou s'arrête devant le palais du sultan. Chacun y danse à sa manière. On y célèbre la fraternité, mais aussi l'inclusion de l'autre, de l'étranger. Il suffit que vous aussi, que vous soyez enturbanés comme ça, vous serez classés parmi nous et on ne va pas vous écarter.
Vous voyez, c'est ça qui renforce l'unité nationale. Donc si on parle de l'unité nationale, Agadez c'est un pivot. Et c'est un symbole. C'est une école à venir apprendre comment on fait l'unité nationale. Seulement quelques jours de fête et le Bianou s'évapore à nouveau dans le Sahara, ayant donné ce qu'il pouvait de paix dans une atmosphère souvent troublée. C'est tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Bénin Business 24.